Bonjour, bienvenue dans ce 11e épisode du 14h42, l'émission en partenariat avec Arrêt sur Image et Next Impact, le nouveau nom de PC Impact. La semaine dernière, Tariq Krim, qui est un des membres du Conseil national du numérique, a rendu un rapport à Fleur Pellerin qui s'appelle « Valoriser les talents des développeurs français ». Il explique « Nous perdons la bataille pour l'invention du monde de demain parce qu'on a trop longtemps déconsidéré notre principal actif numérique, les développeurs ». Aujourd'hui, pour en parler avec nous, deux invités. Roxana Rugina, bonjour. Bonjour. 26 ans, d'origine roumaine, qui est en ce moment étudiante à Simplon et qui va lancer bientôt Simplon.co et Simplon Roumanie. Kwame Yamian, 38 ans, bonjour, qui est directeur général adjoint de 42 Born to Code. Exactement. C'est ça, qui est l'école lancée par Xavier Niel de Free l'année dernière, où il y a combien d'étudiants ? 890 à peu près. 890 étudiants. On va commencer par une petite bio pour savoir qui on a affaire. Roxana, donc vous êtes d'origine roumaine, vous avez fait des études de communication là-bas. En Roumanie, communication, en France, plutôt web et art numérique. J'ai commencé à travailler dans la publicité marketing et en venant ici, je me suis orientée vers la culture, l'événementiel et le travail avec des artistes et l'art numérique surtout. J'ai vu une publicité que vous avez faite. Oui. Où il y avait des filles qui rentraient à moitié nues. Des campagnes un peu out of the box pour marquer l'esprit des gens. C'était aussi l'esprit hack des systèmes et comment on fait pour vraiment transmettre un message au plus de monde. Donc là, c'était sur l'empowerment des femmes et le fait qu'elles puissent avoir le courage de se déshabiller en public, même si on est dans une société qui est encore très traditionnelle, très marquée par la religion. En fait, c'était toute femme qui rentrait dans le magasin et qui retirait ses vêtements avait le droit de venir se rhabiller et de ressortir avec les vêtements sans les payer. Oui, exactement. C'était pour une marque de vêtements roumaine en plus. Donc ça n'a pas coûté grand-chose à la marque, mais par contre, c'est une visibilité mondiale. C'était en base énorme, oui. Ouais. Alors, j'ai vu sur votre profil Viadeo, vous vous présentez comme médiatrice des idées en action. Exactement, je suis plutôt orientée vers l'action. Je préfère faire que de parler. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé aussi à programmer en faisant, à apprendre la programmation. Alors, pourquoi vous êtes mis au code ? Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas faire sans. En fait, j'avais beaucoup de clients qui voulaient des campagnes numériques, aussi des sites que des blogs. Et petit à petit, j'ai commencé à proposer des plateformes qui étaient de plus en plus compliquées. Donc, je travaillais avec des développeurs et je devais parler avec eux la même langue et les expliquer. Et donc, comprendre les vocabulaires, comprendre le langage et avoir un interlocuteur. Exactement. Ouais. Et c'était pas trop compliqué pour quelqu'un qui a des études à la base plutôt littéraires ? Non, c'était complémentaire, je pense, apprendre plusieurs langues et d'une manière autonome. Moi, j'ai appris le français toute seule en le parlant ici. Je pense que vous travaillez à l'Institut roumain à Paris. À Paris, oui. Et vous êtes arrivé à Paris sans parler français ? Sans parler, je faisais la différence entre je suis et je m'appelle. Et à l'Institut roumain, on vous demandait de faire de la communication à l'Institut roumain en France alors que vous ne saviez pas parler français ? Oui, l'Institut culturel roumain en France, c'est un peu particulier. Leur cible n'est pas vraiment la meilleure choisie. Donc j'ai dû travailler aussi sur le numérique et sur les cibles françaises, ramener des gens français vers la culture roumaine en France. Donc, Kwame, on dit pareil. C'est pareil. Bon. Haut de parcours, apparemment pas très super l'école, c'était pas votre truc. Non, j'étais pas hyper bon. Pas hyper bon, non. Et j'ai vu que quand vous avez fait des études d'informatique, en fait, c'était plus rigolo de faire la fête que. Ouais, ça c'est sûr que c'est plus rigolo de faire la fête. Ça. C'est plus ça qui vous motivait en fait. Ouais, c'était plus sympathique. À Brest. Vous êtes fils d'eux ? Oui, je suis fils d'eux. Ouais. Fils d'eux. Votre papa était ministre sous Mitterrand. Ouais. Vous vouliez être parachutiste ? Voilà, c'est compliqué ça comme question. Non, je préférais plutôt pilote de chasse à la base. Pilote de chasse. Ouais, pilote de chasse. Mais bon, après. C'était quoi ? C'était le fait de piloter les avions ou de rentrer dans l'armée ? Je pense que c'était plus de piloter les avions. Puis je pense qu'il y avait un petit côté un peu rêve d'ado autour de ça. Bon, après, le vrai problème, c'est que j'ai les fémurs qui sont trop grands et en cas d'éjection, j'avais les genoux qui restaient à l'intérieur. Donc finalement, j'ai dû me réorienter. Ça ne faisait pas. Donc, études d'informatique, vous partez aux États-Unis, vous bossez chez Alcatel ? Ouais, chez ADN, Alcatel Data Network à DC. J'écrivais des drivers pour
pour des switches Terabit, Frame Relay et ATM en 98. D'accord. Concrètement, ça correspond à quoi? Comment quelqu'un qui fait des études d'informatique mais qui passe ses soirées à se murger finit par... c'est quoi? C'était développement Ouais, c'est développement informatique. C'est du développement, ouais, c'est du dev, enfin c'est du dev, ce qu'on appelle du dev kernel, du développement kernel. Donc dans le noyau, c'est tout ce qui est les drivers, etc. C'est entre... Aujourd'hui, une machine, vous avez un système d'exploitation dessus, et le système d'exploitation est en charge de gérer la mémoire et les périphériques, c'est-à-dire le matériel. Donc vous avez les programmes classiques qui parlent à ce système d'exploitation, et ce système d'exploitation parle à la mémoire d'un côté et aux périphériques de l'autre. Et ben moi, mon métier, c'était de faire imprimante, écran, clavier, souris, disque dur, tout ce qu'on veut. Et le but du jeu, c'est de fabriquer des bouts de programme qui permettent de faire la conversion entre les deux. Donc c'est du développement, si on devrait se rapprocher, c'est du développement, genre j'aurais pu, entre guillemets, coder dans la communauté Linux, par exemple, du développement du système d'exploitation. Donc c'était plutôt ça ma spécialité. Bah, pourquoi? Parce que tout simplement, c'était quelque chose qui me plaisait, et que moi j'ai toujours aimé faire quelque chose avec mes doigts, et qu'en comparaison, me mettre dans une situation purement théorique sur un banc où on m'explique des choses, ça me plaisait pas du tout, c'est tout. Donc je préférais aller faire la fête quand on me demandait de m'asseoir sur des bancs, et puis quand on me demandait d'aller faire quelque chose avec mes 10 doigts, ben, je faisais quelque chose avec mes 10 doigts. Ensuite, vous avez créé une start-up. Ouais, c'était quoi? C'est en 2001. 2001, bonne année pour créer une start-up. Bonne année pour créer une start-up. Les attentats du 11 septembre. On était pile au top. C'était une start-up, en fait, on voulait fabriquer des espèces de grands cybercafés pour que les gens puissent venir dedans. Et de dire, c'était un peu, ça s'appelait Cyberpark. Au début, on voulait faire ça, cyberpark.cc, on avait acheté le domaine. Et l'idée, c'était de fabriquer dire un peu quelque part, Cyberpark, c'est un peu le supermarché par rapport à l'arabe du coin qu'on pouvait voir dans les petits cybercafés qu'on avait à gauche à droite. On n'a jamais réussi à trouver les financements parce qu'il fallait pas mal de financement pour le faire, donc on avait lancé notre boîte qui s'appelait Matisse à côté pour faire des choses qui a périclité assez rapidement. Ensuite, vous reprenez des études à Epitech. Ah non, ça c'était... Non, ça c'est avant. La start-up, c'est 2001, donc c'est... D'accord, oui. Moi, je suis rentré à Epita. Ouais. Qui est donc une école d'informatique. Qui est une école d'informatique, qui aujourd'hui est une école d'ingénieurs en informatique qui ne l'était pas à l'époque. Et justement, du fait de la transformation vers l'école d'ingénieurs, c'est une école dans laquelle je n'aurais pas pu rentrer. Donc il y a un moment quand même, il y avait des questions qui se posaient autour de, tiens, c'est étonnant de travailler dans une école, puisque j'appartenais à un groupement spécial de l'école qui s'appelle le Bocal. Les informaticiens qui me regardent savent à peu près ce que c'est. Et c'est quoi? C'est l'administration système de l'EPITA. J'étais devenu administrateur système. Et globalement, je travaillais pour une école dans laquelle je ne pouvais plus rentrer. Donc c'est un peu étonnant quoi, comme situation. Et donc, en fait, à partir de là, il y avait Nicolas qui avait décidé de lancer... Nicolas Sadirac, qui a décidé de lancer Epitech, donc en 98, si je ne me trompe pas, plus 98-99. Et donc, moi, je participe avec lui au lancement d'Epitech. Je ne suis pas un des fondateurs d'Epitech, je précise bien, mais je participais, c'est moi qui ai fait toute l'informatique au début, pour que d'ailleurs tout vôtre le premier jour, donc je m'en souviens. C'est quoi la différence entre Epita et Epitech? Vous avez une école d'ingénieur et puis vous avez une école qui n'est pas une école d'ingénieur, mais qui est une école d'expertise, donc c'est pas très compliqué. Une école d'ingénieur aujourd'hui, c'est une norme, donc vous devez appartenir à un truc qui s'appelle la commission du titre d'ingénieur, et vous êtes normé. Donc, il faut respecter un cahier des charges. Un cahier des charges, donc qui est à peu près épais comme ça. Et après Epitech, l'année dernière, il y a 3 personnes d'Epitech, Nicolas Sadirac, vous et Florian Huchet, qui partaient avec Xavier Niel pour monter 42 Born to Code, cette fameuse école. Donc on monte 42, effectivement, l'année dernière. Avec des méthodes qui viennent d'Epitech notamment. Entre autres, c'est des méthodes qui ont été développées en particulier, principalement d'ailleurs, par Nicolas, mais de bien avant. Ça date de même l'époque où il était sur Epita, et même avant que Epita soit racheté par le groupe Ionis actuel. Donc c'est vraiment des méthodes très anciennes qu'on avait commencé à développer et qu'on a améliorées, etc., pour obtenir aujourd'hui ce que nous, on estime comme étant quasiment le maximum de ce qu'on puisse obtenir. C'est des méthodes qui, dans la théorie, sont très connues. Je veux dire, si vous avez invité sur le plateau un théoricien de l'éducation, vous aurez dit, oui, non, mais il n'y a pas de souci, c'est des méthodes d'apprentissage qui sont très connues, qui ont été principalement d'ailleurs développées en termes de théorie par Piaget. Donc c'est des trucs qui datent des années 50-60. Alors la théorie, c'est ce qu'on appelle le conflit socio-cognitif. Donc l'idée, c'est assez simple, c'est que vous vous mettez autour d'un projet, d'une problématique
un groupe d'enfants, c'est ce qu'il avait décidé à l'époque, et quand ce groupe d'enfants travaille sur la problématique, il y a deux axes qui se créent. Soit la problématique est connue et on va chercher dans sa banque, dans sa base de données, et on reproduit ce qu'on a déjà appris, ou alors on est face à une nouvelle problématique et dans ces cas-là, on crée de l'intelligence. C'est-à-dire qu'on est dans la situation où il faut se débrouiller pour arriver à faire. Et donc voilà, on a un pur exemple là de typiquement, je me suis débrouillé pour faire avancer des choses. Et ça, il faut bien comprendre que ça lui forge forcément un état d'esprit, une manière d'aborder le monde qui n'est pas celle forcément que voit tout le monde à côté. Et donc, au travers de ça, le but du jeu, ça a été de développer... Alors, tout début, c'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'on est plutôt informaticien à la base. Donc, nous, moi, on fait des choses et mieux ça se passe. Donc, typiquement, on a mis en place des systèmes de moulinettes, de machin, etc. pour faire les corrections automatiques des étudiants. Alors, la moulinette, il faut expliquer. Bon, c'est un programme qui passe, en fait, globalement, comme on n'a pas envie de corriger des copies, parce que c'est quand même chiant à mourir de corriger des copies. Vous passez les programmes dans un logiciel qui s'appelle la moulinette, qui vérifie. Si un point virgule de trop, un espace de trop, eh ben c'est... C'est ça, bip, bip, c'est 0, ça corrige ça tout seul. Et à la fin, effectivement, on est en mesure de corriger 900 étudiants en une fois. Alors vous allez me dire, ouais, mais bon, c'est quoi le rapport? Le rapport, c'est qu'en fait, ça change complètement la relation de l'étudiant à l'examen. Si quelqu'un a 0 parce qu'il a écrit absolument n'importe quoi, ou quelqu'un il a 0 parce qu'il a fait juste un point virgule, vous en rendez pas compte en fait. Mais non, mais nous, on s'en fout. Surtout. Mais surtout que c'est gravissime. Entre quelqu'un qui a juste fait une petite erreur et quelqu'un qui En 1996, ok, on passe de Ariane 4 à Ariane 5. Ouais. Ariane 5, elle décolle, elle se met à l'horizontale, elle explose. Ok, pourquoi? En termes informatiques, okay, ils se sont gourés de 1 bit. Ouais. Okay, parce que la fusée, elle accéléré, la Ariane 4 a accéléré jusqu'à des valeurs de 200, donc ils avaient codé ça sur 8 bits. Quand on est passé à Ariane 5, on a accéléré sur des valeurs de 300, mais ils ont laissé sur 8 bits. Donc on avait ce qu'on appelle un overflow, donc il manquait 1 bit pour réussir à supporter l'accélération d'Ariane. Et elle a explosé en vol. Alors ça vaut combien? 19 999 sur 20 ou 0? Voilà, ça vaut 0. Donc nous, on fait informatique. Et demain, quand il y a des gens... Ça marche pas, mais demain, vous allez avoir des gens qui... D'ailleurs, ça arrive aujourd'hui. Si vous allez à l'hôpital américain, ils ont des systèmes où vous avez le médecin qui est dans un robot et vous avez à côté un robot qui est en train d'opérer la personne avec à distance, une distance de 5 mètres. Si vous faites un overflow et que vous avez un coup de bistouri comme ça qui part dans le patient, enfin un overflow, c'est-à-dire... on dépasse la mémoire. Un dépassement de capacité, et que vous envoyez un coup de bistouri dans la dame, je suis désolé, elle est décédée, quoi. Ça vaut combien? 0, 19,99. Voilà. Et donc, le problématique qu'il y a, c'est de réadapter un système scolaire qui a été fait pour quelque chose à la problématique de l'industrie et la problématique du numérique. Et donc, quand on fait ça, effectivement, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, nous, on mettait 0 parce que le programme, il dit ça marche pas. Je parle des corrections, ça marche pas, on met 0. Et en fait, on s'est rendu compte que nos étudiants étaient en train de développer des compétences du type, quand je fais un programme, je le teste comme un malade dans tous les sens pour essayer de voir s'il marche. Et en fait, du coup, quand les gens récupéraient nos étudiants, ils disaient, dis non, ils sont vachement bons, et puis ils vérifient bien leur programme, etc., etc. Et en fait, on s'est rendu compte que le fait d'être passé en moulinette, c'était pas juste le fait de faire une correction automatique et que c'est plus facile pour nous, mais c'est aussi, en fait, l'étudiant développe des stratégies pour réussir à passer au travers de la moulinette, et ces développements de stratégies, ça crée de la compétence, et c'est cette compétence qui, entre autres, est appréciée par l'industrie. Est-ce que ça veut dire que dans les autres écoles qui n'utilisent pas ce système-là et qui pourraient éventuellement donner un 19,99, c'est complètement dépassé? Là, c'est une question qui... Enfin, que ça marche pas. En tous les cas, ça marche pas quand vous... Enfin, si vous avez un étudiant qui est habitué à avoir 18 sur 20, okay, et qu'effectivement, votre étudiant, il est habitué à avoir 18 sur 20, et quand il a 18 sur 20, il veut une petite tape sur les fesses et un bifton de 50 de la grand-mère, quand vous allez le mettre, effectivement, en situation professionnelle, où il va dire... marcher 80% du temps, non, mais il a écrit 90% du code. Ouais. Il a écrit 90% du code. Vous avez quand même un risque majeur que ce soit considéré comme étant pas possible par... Enfin, je sais pas, vous achetez une bagnole, elle explose une fois sur 10, enfin, vous dites, je monte dedans, je monte pas dedans, enfin, vous vous posez des questions. Ça se passe comme ça, le système de notation à Simplon? Déjà, il n'y a pas un système de notation à Simplon. Ouais. Il y a un système d'évaluation qui est sur les projets qu'on met en place, parce qu'on est aussi beaucoup de porteurs projets, on travaille en équipe sur des projets.
Donc c'est en fonction du succès du projet qu'on s'est dit ça marche ou ça marche pas. Et surtout on teste, on essaye de sortir le plus vite le MVP, le Minimum Viable Product, pour le tester avec des utilisateurs en vrai et voir si le projet a un impact réel, s'il y a vraiment, si ça répond à un problème, s'il y a une solution qu'on peut faire, qu'on peut adapter mieux pour les demandes des utilisateurs qui viennent en plus de ce qu'on a passé au début. Donc c'est toute une évaluation qui est au final continue. Un projet ne s'arrête jamais à un point. Un projet web, il est continu. Donc c'est le démarrage. Il y a beaucoup de porteurs de projets qui sont... Alors ce qu'il faut préciser, c'est qu'à la fois à 42 et à Simplon, on peut rentrer, il n'y a pas besoin de diplôme. Par contre, il y a une sélection. Alors, ce n'est pas les mêmes exactement, on parlera tout à l'heure des procédures de sélection dans les deux écoles, mais qu'une des particularités à Simplon, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de porteurs de projets qui viennent pour justement finaliser leur projet. Alors qu'à 42, il n'y a pas vraiment... L'important pour vous, ce n'est pas de trouver des gens qui portent déjà un projet pour les valoriser. C'est vraiment de former des bêtes, quoi. Non, clairement pas. C'est pas du tout... On n'est pas... Non, après, on aidera les porteurs de projets qui veulent monter des projets. Mais à la base, c'est pas notre, entre guillemets, c'est pas notre métier, effectivement. Vous, votre métier, c'est d'apprendre à coder, à développer. Nous, notre projet, c'est d'apprendre à coder. En quel langage? Nous, on fait du C. Mais justement, typiquement, vous voyez, ça, c'est une vraie question. C'est savoir, est-ce que oui ou non, on est là pour apprendre un langage ou pas? Nous, on pense que non. Donc, on n'apprend aucun langage à nos étudiants. Donc, on utilise effectivement des langages qui ne sont pas hyper utilisés de nos jours dans le milieu du numérique. Aujourd'hui, quand on parle du milieu du numérique, vous avez rarement quelqu'un qui vous dit « j'ai codé mon site internet en C ». Je pense qu'il n'y en a pas. Ou alors, il est vraiment très courageux. Mais ce que je veux dire, l'intérêt de les faire coder en C? L'intérêt de leur faire faire du C... Là, on a parlé d'une notion qui est hyper importante. Le principe final de 42, un des grands principes, c'est d'apporter un set de compétences aux étudiants qu'on peut réduire autour d'une notion qui se dit en anglais qu'on appelle le computational thinking. Donc l'idée, elle est simple. Vous avez d'un côté l'ordinateur, la machine. La machine, c'est informatique. En français, c'est la pensée procédurale, je crois. D'accord. L'idée, c'est que vous avez d'un côté une machine, c'est rapide, c'est précis, mais c'est un peu idiot. C'est même très idiot. Et de l'autre côté, vous avez l'humain, c'est pas précis, c'est pas rapide, mais c'est très intelligent. C'est comment vous, en tant qu'humain, quand vous voyez la machine, vous êtes capable de mettre ces deux choses-là en même temps pour créer quelque chose d'intelligent, rapide et précis. Et ça, ce set de compétences, une fois que vous l'avez, vous êtes armé pour vivre dans l'ère du numérique demain. Quel que soit le langage de programmation. Quel que soit le langage de programmation, c'est même quel que soit ce que vous allez faire demain. Vous pouvez même faire marketing, vous pouvez même faire de la com. Et ce qu'elle est allée chercher en disant, moi, la problématique, c'est qu'elle est, ça a l'air d'être une belle inventeuse, elle invente tout un tas de concepts. Mais il y a un moment, je dis ça, après tu m'arrêteras si j'ai tort, mais elle se dit, non mais là j'ai un problème, c'est qu'aujourd'hui, quand je veux aller plus loin, comment est-ce que je comprends ce qu'est capable de faire la machine? Comment je connais les limites de la machine et donc d'être en mesure, quand je connais ces limites, peut-être d'aller inventer des choses encore plus loin. Et elle se dit, sûrement qu'en apprenant à coder, peut-être que je vais comprendre quelles sont ces limites et donc du coup pouvoir les réutiliser dans mon métier demain. Et c'est ça le numérique. C'est un peu pour ça que vous êtes allé à Simplon? C'est vraiment le cas de mon projet avec lequel j'ai postulé à Simplon. C'était quoi votre projet? C'est un projet autour du vélo parce que je suis passionnée du vélo. Donc je voulais créer une plateforme pour les passionnés de vélo. Aujourd'hui, ça s'appelle Bicycling. Et c'est un endroit où on peut retrouver les lieux favorables, les lieux accueillants pour le vélo. En tant qu'utilisateur, on peut gonfler sa roue dans un café qui a aussi un stationnement vélo, ou on peut trouver un atelier solidaire où on sait que les prix sont à l'auteur de notre budget. Mais aussi créer des événements et créer des liens entre les gens pour développer des villes intelligentes. Et c'est là, en fait, que c'est important d'apprendre cette vision, de voir les choses d'une manière technique, parce que on ne peut pas parler des villes intelligentes et de comment on utilise aujourd'hui ce qu'on a, les données et les outils qu'on a, par exemple le vélo, qui est un outil très bête, qui n'a pas été beaucoup innové depuis le début. Comment on peut l'utiliser pour créer des villes plus intelligentes et pour donner
plus de pouvoir aux gens qui l'utilisent. Ce qu'on appelle ville intelligente, c'est une ville qui est connectée. Qui est connectée. Voilà, qui est connectée au réseau et qu'on peut arriver à augmenter l'expérience utilisateur qu'on peut avoir dans cette ville grâce au réseau. Exactement, mais qui est aussi soutenable et qui est aussi adapté à vivre, enfin, qui nous fait vivre mieux d'une manière... Pour en revenir au code, vous, par contre, à Simplon, c'est plus sur un langage qui est Ruby on Rails, parce que c'est relativement simple, si j'ai bien compris, à l'appréhender. C'est plus cette façon-là que vous avez d'appréhender le code. On commence par Ruby on Rails parce que aujourd'hui c'est le meilleur langage, le plus facile à comprendre. C'est très proche de la langue anglaise, donc c'est facile à comprendre et ça nous permet d'entrer dans la programmation, voir les bases de la programmation, ce qu'il y a une variable, des classes pour ceux qui sont vraiment débutants, parce qu'à Simplon il y a des débutants aussi qui n'ont jamais touché au code. Et après, on peut aller très loin parce que Ruby, enfin moi, de mon expérience personnelle, je sais qu'après avoir passé par Ruby on Rails, je peux comprendre n'importe quel langage, je peux le lire au moins et savoir parler avec un programmeur. Et vous aviez tenté 42 j'ai participé à la sélection, enfin j'ai joué beaucoup en ligne parce que ça m'amusait. Je suis très curieuse, donc je ne me suis pas obtenue à ne pas m'inscrire, mais après 3 ans, c'était trop, pour moi, c'était beaucoup. Oui, parce que Simplon, c'est une formation qui dure sur 6 mois. C'est intensif pendant 6 mois. 6 mois et 42, c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pendant 3, 4 ans, 5 ans. On ne sait pas exactement, mais... Parce que ça a ouvert en novembre, la première promotion c'était novembre, Simplon c'était en janvier, c'est tout nouveau. Ça a commencé en octobre et d'accord. Ça s'est fini. Et donc vous par contre, oui, vous ne savez pas encore exactement, mais a priori ça va durer plusieurs années en tout cas la formation. Ça va a priori durer plusieurs années. Mais c'est pas très intéressant comme sujet, enfin je veux dire on s'en fout complètement, ça c'est de l'enseignement traditionnel, c'est terminé les durées d'études. Enfin, je veux dire, il faut être un peu clair. Aujourd'hui on demande à un enfant de 7 ans d'aller apprendre à lire et à écrire. Bon, quand je vous dis ça comme ça paraît à peu près logique. Quand je vous dis qu'une classe d'âge en France, c'est entre 800 et 1 million de personnes, et qu'on envoie 1 million de personnes à l'âge de 7 ans apprendre à lire, on se dit, la nature, elle est hyper bien faite, quoi. Tout le monde a la même capacité au même moment pour apprendre à lire et à écrire. C'est quand même hyper bien fait, la nature. Hein. Bon, donc, au moment où on le dit, on se rend compte que c'est ridicule. Okay, ça a été inventé pour des problématiques d'industrie, de faire rentrer 1 million d'enfants en même temps avec tout un tas de profs, etc. etc. Maintenant, quand on est en termes informatiques, on se rend bien compte qu'on pourrait apprendre à lire à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et c'est même pas ça qui va vous dire si demain ou pas vous allez avoir... Il y a des étudiants qui ne viennent que la nuit, par exemple. Oui, des étudiants qui viennent que la nuit. Vous avez des étudiants qui sont arrivés, qui avaient déjà des gros backgrounds en informatique, donc forcément, eux, ils vont plus vite que le débutant, mais c'est... Enfin, franchement, qu'est-ce qu'on en a rien à faire, quoi. Il n'y a pas de prof dans c'est justement parce qu'il n'y a pas de prof qu'on a cette souplesse. Alors comment ils font concrètement s'il n'y a pas de... Parce que vous avez des profs qui vous enseignent le Ruby, qui vous coachent par rapport au projet. Enfin, il y a quelque chose qui est quand même plus accompagné scolaire. On a des trainers qui nous accompagnent au début dans tout l'apprentissage, même de Linux et de tous les systèmes, jusqu'au Ruby on Rails. Et ensuite, on passe plutôt sur un mode projet et on demande l'aide pour des problématiques très spécifiques. Alors qu'à 42, vous leur faites des exercices, ils doivent travailler ensemble. On fait des projets sur lesquels les étudiants doivent travailler ensemble. La différence qu'il y a entre les deux, c'est qu'on ne pourra jamais faire rentrer un groupe d'étudiants le premier jour en leur disant « vous allez me travailler sur une problématique comme tu l'as exposé sur le bicycling et je ne sais pas, la ville connectée de demain ». Ils n'y arriveront jamais. Okay, la marche est trop haute. Donc justement, nous, notre métier, et c'est là que c'est très compliqué, c'est de réussir à positionner la marche à la bonne hauteur pour que l'étudiant se dise « je peux la monter », mais qu'en même temps, elle ne soit pas trop basse pour qu'en fait, au final, il ne s'entraîne pas. Donc notre métier, effectivement, c'est de réussir à mettre des briques qui sont de plus en plus hautes, qui sont à franchir, des épreuves qui sont à passer, et qui vont emmener... C'est comme un jeu de rôle. Ouais, c'est comme un jeu de rôle. Et à la fin, vous devez tomber le monstre final. C'est qui ? Non, je rigole. Mais dans le principe, c'est ça, c'est clairement. Et donc, on crée des marches qui sont... On va pas leur expliquer comment est-ce que fonctionne un Linux, on va pas leur expliquer comment fonctionne un langage. On va arriver, on va leur dire, tu dois m'écrire ça. Mais le programme, nous, on le sait, il fait à peu près... Et ils ont le droit d'aller chercher dans Google, bien évidemment. Enfin, bien évidemment. Non, mais franchement, à part l'éducation nationale et le bac, il y a un seul pays qui accepte le jour du bac que les élèves aient accès à Internet. C'est le Danemark. Tous les autres pays, c'est interdit. Il faut quand même comprendre qu'un jeune qui va passer le bac cette année, il a 18 ans, il avait 12 ans il y a 6 ans, ils ont tous un smartphone.
Le gars, il passe sa vie avec son smartphone, il cause avec ses camarades avec son smartphone et tout. On va lui dire, tu vas venir passer une épreuve. D'abord, si tu la rates, sache que tu es à moitié foutu pour les 30 prochaines années. Et quand tu vas arriver, on va t'enlever ton smartphone et on va te parler des rois de France. Tu vois. Là, tu te dis, mais si vous me parlez des rois de France, moi je prends mon smartphone et je regarde qui est le roi de France. Tu vois. Un truc, ça paraît assez évident pour tout le monde, quoi. Logique. Et on lui dit non. Si je sais pas, je vais regarder sur Wikipédia. Je vais regarder sur Wikipédia, je vais regarder sur Google, enfin je vais me débrouiller pour manier de l'information, pour avoir l'info. Et puis d'ailleurs, si elle est fausse, je vais en parler avec mon camarade, et puis il va me dire non, mais moi je crois pas, puis on va y avoir une négociation, puis à la fin on arrive sur le fait que et oui, le roi de France, Wikipédia machin. si jamais effectivement quelqu'un a écrit. Et l'autre, il arrive et on lui dit bah non. Et l'autre, il dit mais vous êtes fous. Enfin, moi je pense qu'aujourd'hui, un jeune de 18 ans qui passe le bac, il doit se dire ils sont un peu déglingués, quoi. Bon, alors. Je sais pas, il y a quand même une remise en cause fondamentale du truc à avoir, quoi. Alors en plus de ça, le système, il est tellement bien fait que, effectivement, si on a eu 18 toute sa vie, on arrive au bac, l'année du bac, vos parents se séparent. Bon, vous avez un coup de mou. Vous avez passé un mauvais bac avec des mauvaises notes. On est d'accord, vous rentrez plus à Polytechnique. T'as une gastro-entérite le jour du bac, ta vie elle est foutue, quoi. Voilà, ta vie elle est foutue, ok. Bon. Le truc, c'est que, effectivement, en 1950, où vous avez un parent sur 8000 qui divorce, c'est pas un problème. Mais aujourd'hui, à Paris, c'est 1 sur 2. Alors, à part générer des machines à exclusion, je vois pas très bien à quoi tout ça va servir. Tout à l'heure, avant l'émission, vous m'expliquiez qu'il y a des étudiants, il y a un étudiant qui était venu vous voir parce qu'il avait des problèmes de santé, il a fallu qu'il travaille pour se payer son opération, donc il n'était pas là pendant 1 mois, et vous m'avez dit, mais c'est pas un problème. C'est pas un problème. Quand il va revenir, le système d'information va lui redonner des projets là où il en était. Puis c'est tout. Donc il n'était pas là pendant 1 mois, il revient et il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Alors que dans le système scolaire, c'est au bout de... On est en retard de 3 minutes, on reçoit un SMS. Vous n'allez pas recevoir un SMS. C'est les parents qui reçoivent un SMS. Mais bon, voilà, oui, évidemment. Et est-ce que vous pensez que le type de modèle d'école que vous mettez en place, respectivement, est-ce que vous pensez que ça peut contribuer à sauver l'éducation nationale ? Sauver l'éducation nationale, d'abord... changer l'éducation nationale. En tout cas, je ne sais pas s'il faut qu'elle soit sauvée. Après, de manière globale, elle marche plutôt bien. C'est-à-dire que même si on dit qu'il y a 150 000 exclus du système scolaire par an, ça sous-entend quand même... 150 000, ça fait beaucoup, mais ça sous-entend quand même qu'il y a, entre guillemets, 750 000 qui arrivent. Ouais, donc, un ratio qui est quand même... Ah non, après, j'en conviens. Si c'était chez Renault et que toutes les 3 voitures, il y en a une qui ne marche pas, je pense qu'ils auraient des graves problèmes. Donc, c'est pas ce qu'on appelle Six Sigma dans le jargon de l'industrie, quoi. Mais... Voilà, après oui, mais bon, va y avoir... le système scolaire est au courant que tout ça, ça existe. On a reçu, on reçoit régulièrement des gens qui viennent de l'enseignement supérieur de la recherche, du ministère de l'Éducation nationale. On a reçu des gens qui font de la théorie de l'éducation, qui sont venus voir en disant « Ah non, mais ce que vous faites, c'est hyper connu. » Oui, tout le monde sait que ça marche. Enfin, ça marche pas pour tout le monde. Hein, je précise bien. Il peut aussi y avoir de l'échec. Mais il y a de l'échec. C'est aussi pour ça qu'on fait de la sélection. Vous avez des étudiants qui sont inadaptés à notre système. Ils sont inadaptés parce qu'il faut comprendre que vous rentrez en examen uniquement sur des sujets que vous ne connaissez pas. Alors je peux vous dire que ça amuse pas tout le monde. Alors, voilà. le processus de sélection. Entre guillemets. En l'espèce, on va parler du processus de sélection de Simplon. À Simplon, c'est un dossier. Donc c'est pas en fonction du diplôme. C'est un dossier, mais c'est aussi si quelqu'un est un jeune de banlieue, si c'est quelqu'un qui est en situation de handicap, si c'est un étranger, si c'est une femme, c'est plus facile de rentrer à Simplon que si on a un mâle blanc dominant qui a un bac+5 en informatique. On cherche des profils atypiques, donc tout ce qui vient de milieux défavorisés, notamment les filles. Qui ne sont pas diplômés, et notamment les filles. C'est quoi, c'est un tiers de filles à peu près? Un peu plus d'un tiers? 35% de filles. Et on vise 50, donc on espère que la prochaine promo aura encore plus. Après, le plus important, c'est pas le diplôme, c'est la motivation. Et pour ça, il y a aussi le côté projet, parce que c'est clairement quelque chose qui passionne les gens d'avoir un projet à eux, ou avoir une vraie passion, montrer leur motivation via un formulaire qui parle beaucoup de quel est ton héros, quel est ton mentor. C'est des questions qui sont complètement à côté de quelles sont les études des dernières... A contrario, à 42, on rentre dans la piscine pendant 1 mois. Il y a une série d'examens. Les étudiants, ceux qui veulent postuler,
vous aviez annoncé qu'il y avait 4000 personnes qui avaient postulé et 1000 personnes qui finalement ont été sélectionnées. Donc c'est 1 sur 4 qui n'a pas été... Et il y en a 1 sur 3. 1 sur 3. Et il y en a qui... J'avais vu un témoignage comme ça de quelqu'un qui a... Ouais, j'ai plongé dans la piscine et puis en fait j'ai coulé, quoi. Enfin, elle n'a pas réussi à s'en sortir. Elle a fait partie de ceux qui n'ont pas été retenus. Mais c'est super intense. Enfin, il y a des journées de 24 heures. Enfin, ils doivent se noter entre eux. Si jamais il y en a un qui triche, il a moins 42. En matière de notes, enfin, c'est presque militaire comme épreuve. Et d'ailleurs, le mot piscine, si j'ai bien compris, piscine, ça vient d'un concept de l'armée américaine où on faisait sauter des soldats avec tout leur harnais, leur équipement dans une piscine, on leur demandait de nager. Enfin, il y avait un côté... c'est parce que moi j'ai fait le lycée naval, donc ça doit dater d'un peu de ça. Qui est un lycée militaire. Ouais, qui est un lycée militaire. Aussi... Donc tous ceux qu'on a morflé l'année dernière dans les sélections, c'est à cause du lycée naval. Non, je sais pas. Enfin, ça dépend. Après, il faut venir la faire. Hein. Moi, j'invite les gens à venir l'essayer et puis vous regardez. Non, mais c'est sûr. C'est une expérience. C'est une expérience, ok. C'est une expérience. C'est une expérience. C'est pas fait pour plaire à tout le monde. Elle fonctionne telle qu'elle fonctionne. D'ailleurs, le mail qui est reçu, qui est envoyé à ceux qui ne sont pas sélectionnés, c'est un mail qui explique « Nous pensons que notre système éducatif n'est pas adapté à vous, il y a d'autres écoles qui existent. Vous n'avez pas réussi à rentrer dans notre programme. Sur une piscine de 900, vous avez à peu près dans la première semaine un tiers qui s'en va seul. Ouais. Okay, donc on leur demande rien, on perd à peu près un tiers des gens. Parce qu'ils n'arrivent pas à tenir la route. Je pense pas que la première semaine, ce soit une question de j'arrive à tenir la route. Parce que tout le monde peut faire une semaine 10 heures par jour, c'est pas vrai, quoi. Ou alors tant mieux qu'on les ait pas sélectionnés. Mais la première semaine, je pense que les gens qui quittent, c'est parce qu'ils se disent ce système, il n'est pas fait pour moi. Ouais. Ils ont besoin d'être plus cadrés, 9h du matin, la pause à midi, peut-être, on arrête exactement, à 18h, voilà. on a une note sur 20 et puis je rentre chez moi et après tout, c'est pas grave, on peut très bien se former comme ça. Après, vous avez, sur les 2 tiers restants, vous avez, je dirais, sur les 2 tiers restants, vous avez un petit 30% de gens qui sont là, mais qui sont effectivement coulés, qui ont perdu le rythme, qui n'arrivent pas à s'y mettre, qui ont perdu le rythme pour tout un tas de questions, parce que les mecs, ils peuvent être complètement inspirés par la liberté qu'on leur a donnée, par exemple, et après, vous avez là-dedans, on va sélectionner, au final, on va peut-être avoir une centaine de personnes à qui on va dire non. En vrai, quoi. Enfin, à peu près, quoi. Et on en a 300 qu'on aura gardé. Mais après, c'est dû aussi au fait qu'on n'a que 1000 places, quoi. Alors, c'est sûr que si on avait un bâtiment de 70 000 m², eh ben, on pourrait rentrer plus de gens, et sûrement qu'on pourrait d'ailleurs adapter la formation en faisant des choses, en rentrant par des technos qui sont plus abordables, comme Ruby on Rails, que de traiter la mémoire en C avec des pointeurs partout. Etc., etc. Et il y a vraiment aussi un côté start-up on le voit, les vidéos que vous faites, c'est n'importe quoi, les vidéos que vous faites. Comment ça, n'importe quoi? Sur l'Académie 42. Non, mais au sens où c'est what the fuck, lol, c'est des trucs où on comprend rien, c'est des trucs complètement délirants, quoi. Bah ouais, mais on fait de l'informatique, on n'y peut rien. Oui, non, l'une des dernières vidéos, c'est le séjour au ski que l'équipe de 42 est partie faire. Ouais, voilà. C'est sympa d'ailleurs. Et concrètement, il y a des journées de 24 heures, donc c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais ça s'appelle un 24, hein. C'est effectivement... Et quid du droit du travail, des 35 heures, des congés... Bah justement, ça tombe bien, on est en ERP, pas en code du travail. C'est-à-dire on est un établissement qui reçoit du public, nous ne sommes pas soumis aux normes du code du travail. D'accord. Non mais, je veux dire, il y a un moment, il faut que les gens soient capables de travailler un peu plus que 5 heures dans la journée, quoi. Oui, vous recevez un jeune de 18 ans. Il y a une différence. En France, c'est les 35 heures. Là, en l'espèce, il y en a qui font 80-90 heures quand même. Ouais, c'est ce qu'on demande. On demande semaine. à peu près par semaine de travailler. Il faut travailler une bonne dizaine d'heures par jour, entre 5, 7 et 8 jours, ça dépend, quoi. 5, 7 et 8 jours. Entre 5 et 8, quoi. Mais 8 jours, une semaine, ça fait 7 jours. Ouais, bah, ils en rajoutent un peu la nuit, quoi. Ils se débrouillent, quoi. Mais au-delà de ça, il faudrait changer la législation sur les 35 heures, sur les heures sup, sur... Moi, je suis pas... moi, j'y connais rien là-dedans. Je suis désolé. Non, mais le fait de faire ça, le fait de demander... Concrètement, quand ils vont se retrouver sur le marché du travail, l'employeur ne pourra pas lui demander, sauf à payer énormément d'heures sup, mais de bosser 8 jours sur 7. Et 24 heures sur 24. S'il est son propre employeur, il pourra le faire, de ce que je pense, quoi. Mais l'objectif de le pousser comme ça dans ses retranchements, c'est quoi? Mais c'est pas l'histoire de pousser dans les retranchements. L'objectif, c'est de réussir à avoir des gens qui sont capables de tester les limites. Non, justement. C'est parce que vous êtes à l'école que vous pouvez tester vos limites. Okay, moi, je préfère à un jeune lui dire, écoute, tu vas travailler 24 heures. On fait un exercice qui s'appelle le 24. Ouais. C'est un exercice par heure. Rythmé comme dans la série 24 heures. Comme dans la série 24, etc. C'est un exercice par heure pendant 24 heures. Okay,
les jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Ils foncent là-dedans comme des malades parce qu'ils sont hyper contents, ils sortent du Red Bull, des machins, des trucs, des bidules. Alors ça marche. D'ailleurs, il y a un petit blog sur lequel c'est décrit, qui s'appelle le blog à personne. Donc il y va à fond dedans. Ok. Au final, comme au bout de 10 heures, il n'en peut plus, il s'écroule, il s'endort, il dort 12 heures, et entre guillemets, il se retrouve avec une note de 10 sur 20. Alors que celui qui est organisé, qui fait 4 heures, qui se repose 2, qui fait 4 heures, qui se repose 2, se retrouve avec une excellente note. Et le but du jeu, pour moi, c'est que le jour où, quand il va à la sortie, on va lui dire « t'as un projet à rendre pour demain en moins de 24 heures, ok, ce qui vous arrive ici, d'accord. Vous m'avez appelé hier pour me dire « il y a le truc à faire demain, est-ce qu'on peut s'organiser, etc. » Ok. Et bien qu'il soit capable de s'organiser et qu'il se dise « est-ce que oui ou non je suis capable de faire 24 heures ?» Et que je préfère qu'il sache dire à son patron 24, je sais pas faire, je saurais te faire 2 fois 8 ou je sais pas quoi, mais qu'il soit capable, qu'il soit en mesure de réfléchir à ce qui est en train de se positionner. Et quand on dit 35 heures par semaine, peut-être qu'il va faire 2 jours lundi, mardi, et puis je sais pas, après qu'il va se calmer dans le reste de la semaine, j'en ai aucune idée, et qu'au final il aura fait ses 35 heures. Mais c'est dans l'école. L'école, il faut qu'elle serve de bac à sable pour ce qui va se passer pour lui dans la vraie vie demain. Alors, c'est pas la vraie vie dans 42, c'est pas vrai, mais ça ressemble plus. Voilà. Et donc, on veut qu'ils comprennent qu'ils doivent s'habituer à ça. Et pas qu'ils se retrouvent dans une situation un peu bizarre le jour où il sera dans le vrai monde du travail. Et qu'est-ce que tout à l'heure, j'ouvrais l'émission en parlant du rapport de Tariq Rim. Est-ce que vous pensez que l'image des développeurs, elle n'est pas perçue à sa juste mesure en France? Enfin, en France et en Roumanie, je ne sais pas comment ça se passe. Vous qui allez ouvrir une école Simplon en Roumanie. En Roumanie, on a beaucoup plus de facilités fiscales. Fiscales pour les programmeurs, ils ne payent pas, pour les salaires par exemple, les boîtes qui emploient des programmeurs, ils ne payent pas les charges, ils payent que les charges sociales, mais pas les taxes. Comment ça se fait? C'est juste pour les programmeurs? Oui. C'est quoi? C'est pour booster C'est une politique d'encouragement pour développer le secteur d'IT en Roumanie pour que les programmeurs ne s'en vont plus à l'étranger. Parce qu'il y avait plein de programmeurs roumains qui... Il y a eu une période quand tout le monde partait à l'étranger pour trouver des fonds, pour développer son projet, parce que ce n'était pas le bon... C'est une des choses d'ailleurs que raconte également Tariq Rim dans son rapport, c'est de dire qu'il y a plein de programmeurs, de développeurs, d'informaticiens français qui vont soit aux États-Unis pour trouver des fonds, ou même quand ils restent en France et qu'ils essayent de trouver de l'argent pour lancer leur projet, en fait ils masquent les aspects un petit peu transgressifs de leur projet parce qu'ils ont peur d'énerver les banquiers. Je ne sais pas si vous partagez ce... Après, c'est sûr que celui qui veut monter une start-up, s'il va avoir une banque, risque pas de réussir à la monter. Les banques, elles sont pas là pour ça. Elles sont là pour s'auto-assurer leur propre argent. Donc c'est pas... Et les banques ou les VC, un VC, oui, il est capable de prendre du risque et il sait ce que ça veut dire le risque. C'est son métier, quoi. Donc, est-ce que vous pensez que l'image des développeurs Non, mais la problématique de l'image du développeur, elle est un peu plus simple que ça. La majorité des développeurs est recrutée aujourd'hui par la société de services, ce qu'on appelle les entreprises du service numérique, ou je ne sais plus, ça a changé de nom, là, les SS2I. Et le truc, c'est que la SS2I, c'est un truc qui a été inventé pour répondre à la problématique de l'industrie. Donc la problématique de l'industrie, quand elle a vu... Derrière ingénieur informaticien, qui était un clip très connu dans les années 90, et qui justement montrait que l'ingénieur informaticien, c'est le mec, on ne sait pas ce qu'il fait avec des câbles, il est au fond de sa salle, et quand je l'appelle, c'est généralement pour dépanner mon imprimante. Exactement. Et donc l'idée, c'était d'avoir des informaticiens qui ne soient là que dans un seul but, un seul objet, qui est d'optimiser le processus industriel existant. Donc, c'est pas une valeur, il n'a pas une valeur métier, ce jeune. Okay, aujourd'hui, quand vous prenez, si vous prenez la Société Générale, par exemple, ils ont un service qui s'appelle le RESG, donc, ce qui veut dire services généraux. Et dans services généraux, vous avez GTS, Global Technology Service. Et dans Global Technology Service, vous avez des milliers d'informaticiens. Donc, globalement, la SG considère que ces informaticiens font partie des services généraux. C'est le service général. Et donc, ces informaticiens-là ne sont pas là pour inventer de la valeur. Ils sont là pour prendre un processus dit industriel existant et l'optimiser. Maintenant, ce qu'on appelle le développeur, parce que bon, le terme qu'a utilisé Tariq, c'est compliqué, quoi. Déjà dans son rapport, il n'y a pas que des développeurs, il n'y a pas de femmes. Il n'y avait que 2 femmes sur 100. Je veux dire tout ça. En annexe de son rapport, il y avait 100 développeurs français qui, lui, considéraient comme très importants, et il n'y avait que 2 femmes. Avec 2 femmes. C'est sa vision du truc, hein, mais donc... il a eu du mal à en trouver.
Oui, bah, je sais pas, il doit pas traîner dans les bons milieux. Mais... Donc l'idée c'est de dire, le développeur qu'on aime tel qu'il est à San Francisco, c'est un développeur qui cette fois est métier. On ne parle plus d'un développeur qui est coincé dans un sous-sol à la IT Crowd, la série bien connue. On parle d'un développeur qui est rattaché dans le métier. C'est ce que tu fais. Donc on parle d'un développeur qui, avec les gens, sont en train de fabriquer non pas une optimisation de processus, mais sont en train d'inventer un nouveau métier, avec des nouvelles choses qui sont en train de se fabriquer à l'intérieur. Dans son rapport, c'est que ceux qu'ont créé Microsoft, Apple et Facebook sont des développeurs, sont aujourd'hui des chefs d'entreprise, sont aujourd'hui des milliardaires, mais que c'était à la base des informaticiens, des développeurs. Oui, c'était pas des gens qui sortaient d'école de commerce. Parce que dans l'idée, c'est ce que je disais au tout début, c'est des gens qui ont une capacité intellectuelle adaptée au monde du numérique, qu'on appelle le computational thinking, qu'ils ont eu en apprenant le développement. Mais Bill Gates, ça fait bien longtemps qu'il n'est pas derrière un clavier en train d'écrire des lignes de C. C'est ça qu'on. Mais il a commencé par ça et donc il a Moi, je connais un jeune qui est à San Francisco, qui a une boîte qui s'appelle SocialCam. Quand je vais le visiter, il me dit ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, on a reçu, on fait une spin-off d'une boîte existante. Une spin-off durée légale aux États-Unis, c'est 6 mois. Au bout de 9 mois, en comptant la spin-off, il arrive et il dit comment je vais faire pour, Au début, il se dit comment je vais faire pour vendre mon logiciel. Lui, il est développeur. Il se dit je vais passer par Facebook. Il télécharge l'API Facebook, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour se connecter avec Facebook en termes de programme. Il démonte l'API, il voit qu'il y a un trou dans la raquette, il fonce dedans. 9 mois plus tard, 90 millions d'utilisateurs, revendus 60 millions de dollars. C'est ça qu'on appelle le computational thinking. Vous pouvez aller faire Harvard, HEC, Stanford et Wharton. Il n'y a pas une école de business qui va vous expliquer que ça, c'est possible à faire. Et ça, c'est de la compétence que vous créez au travers de l'apprentissage du code. Alors, oui. Et surtout, ça ne va pas vous apprendre si ça marche vraiment dans la vie réelle. Pour ça, il faut vraiment tester le plus vite. Et je voulais rajouter aussi un exemple des pays de l'Est parce qu'ils me sont plus proches. Par exemple, l'Estonie, qui est très connue aujourd'hui pour être... Très connecté. Là, les adolescents qui sortent du lycée, ils ne veulent plus être les rockstars des années 80, mais aujourd'hui, ils veulent être des entrepreneurs. Et pour ça, il faut aussi savoir coder. Ils commencent très, très tôt. De l'âge de 5 ans, ils ont mis en place un programme extraordinaire. Alors, il y a une lettre ouverte qui a été publiée, qui a été signée d'ailleurs par des gens de 42 et de Saint-Plon, qui appelle François Hollande et Fleur Pellerin à respecter ce qu'ils avaient dit l'année dernière, à savoir qu'on va développer l'apprentissage du code dès l'école, dès le premier cycle, à partir de 7-8 ans, et ils doivent se rencontrer normalement demain. On a été aussi invités au débat avec le Conseil national du numérique, justement pour discuter d'une stratégie, comment introduire la programmation dans l'enseignement dès le plus tôt. Et là, c'était très intéressant de voir que les gens qui sont responsables à mettre en place tout ça, ils ont besoin de nous en tant que jeunes, mais on est très très jeunes, à partir de 18 ans même. On était à table et ils avaient besoin de savoir quels sont les langages, qu'est-ce qu'on apprend, comment on met ça en place. Alors, on arrive à la fin de l'émission. C'est votre dernier billet sur votre blog. C'est le code, c'est à propos des gens, et j'ai besoin de gens pour coder en Roumanie. Et vous appelez les smart geeks, les créatifs, les rebelles, les fous, les hipsters, les optimistes, les hackers à venir avec vous à Saint-Plon en Roumanie. Vous voulez faire la révolution avec le code? Tout à l'heure, vous parliez des entrepreneurs en Roumanie, en Estonie. Là, vous parlez des hackers et des fous en Roumanie. Oui, je pense que les gens peuvent changer le monde s'ils travaillent ensemble. Et je pense que le code, c'est surtout dans la programmation qu'on retrouve l'esprit de collaboration. Et je me base sur ça pour changer beaucoup de choses en Roumanie. Surtout que là, c'est un terrain fertile pour le do-it-yourself et le débrouille-toi. Donc, je crois que Saint-Plon... Est-ce qu'on peut parler de compétition dans ce que vous faites? Le fait, c'est à la fois de la coopération et de la compétition? C'est exactement ça. Bon. Le principe, c'est de travailler à plusieurs. Bon, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'être resté avec nous pour ces 42 minutes. Merci. On se revoit dans 15 jours. Merci, au revoir.